À l'été 1983, 5 cousins ont disparu sans laisser de traces alors qu'ils jouaient dans la ferme de leurs grands-parents, dans la campagne texane. Ils n'ont laissé derrière eux qu'une basket rouge de leur grand-mère. 41 ans plus tard, une réparation de plomberie de routine a conduit à une découverte si horrible qu'elle allait rouvrir l'affaire la plus froide de l'histoire du comté et révéler un secret que la famille avait enterré sous des générations de silence. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de crimes réels comme celle-ci. Secrets pervers, preuves oubliées et vérités choquantes qui refusent de rester enfouies. 14 mars 2024. Lieu, Split Creek, Texas. On les a trouvés uniquement parce que la chasse d'eau ne fonctionnait pas. À 15h42, un plombier indépendant du nom de Jacob Trio ouvrit le bouchon de la fosse septique corrodée sous l'angle sud-est de la grange. Il s'attendait à des dépôts de boue, peut-être un raton laveur noyé. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était une mâchoire humaine, encore attachée au crâne d'un enfant, coincée entre une tuyauterie rouillée et un fouillis de tissu décoloré par le soleil. En 2 heures, toute la ferme Carter était bouclée. Au coucher du soleil, le bureau du shérif avait découvert 4 autres crânes. Tous appartenaient à des enfants. La ferme n'avait pas été utilisée depuis les années 1980, et personne en ville n'avait vu les enfants Carter depuis l'été 1983. 16 juillet 1983. Lieu, Split Creek, Texas. Le soleil avait à peine percé ses pointes au-dessus des mesquites que les 5 cousins Carter se dispersèrent dans le pâturage arrière tels des oiseaux sauvages. Ils étaient debout depuis l'aube, pieds nus, moites de sueur, leur rire strident roulant sur l'herbe sèche. Leur grand-mère, Birdie Carter, les appela depuis le porche, agitant une cuillère en bois encore gluante de graisse de bacon. « Restez où je peux vous voir et tenez-vous loin du puits. » Mais ils n'écoutèrent pas. Pas vraiment. Pas quand le ciel d'été était vaste et sans nuages, et que le pâturage derrière la grange promettait l'aventure. C'était le genre de samedi qui divisait juillet en deux. Au coucher du soleil, ils avaient tous disparu. Les 5 enfants Carter avaient tous moins de 12 ans. Casey, 11 ans, était l'aîné, un meneur nerveux, couvert de taches de rousseur, aux genoux écorchés et à la bouche pleine de blagues. Sa sœur Annie, 9 ans, plus calme, toujours à la traîne, le regard rivé sur la terre à la recherche de pierres brillantes ou de chenilles. Benji, leur cousin de 8 ans originaire d'Odessa, était tout encoudé en énergie, le genre de garçon à fabriquer des lance-pierres avec de l'écorce d'arbre et des élastiques. Darla, 7 ans, venait d'apprendre à tresser ses cheveux elle-même et l'avait fait le matin même avec des cordes de travers. Caleb, le plus jeune, âgé de 5 ans, parlait encore en zézayant et trimballait partout un chien en peluche bleue nommé Rupert. Ils ont été vus pour la dernière fois vers 9h30 par un ouvrier agricole nommé Rodigan, se poursuivant l'un l'autre vers la lisière des arbres, là où la propriété des Carter rejoignait le lit du ruisseau asséché. Ils s'étaient essuyé le front avec un chiffon taché de diesel, les yeux plissés par le soleil. « J'ai dit les avoir vus courir », a-t-il déclaré plus tard à la police. Je n'y ai pas prêté attention. Mais à l'heure du déjeuner, Birdie remarqua le silence. Pas de piétinement sur les planches du porche. Pas de claquement de porte moustiquaire. Pas de cri pour réclamer de la limonade ou des crackers au beurre de cacahuète. Juste les cigales et le bourdonnement du ventilateur à la fenêtre de la cuisine. L'appel au 911 est arrivé à 12h17. La voix de Birdie tremblait lorsqu'elle a donné au répartiteur son adresse sur Farm Road 86, à mi-chemin entre nulle part et le néant. Ils ont tout simplement disparu. Tous les 5, mes bébés. À 14h, le shérif Buck Alpern et ses 2 adjoints étaient arrivés, leurs uniformes déjà maculés de sueur. Alpern était à 1 semaine de sa retraite. Il avait prévu de passer l'après-midi à regarder le match des Astros avec une Lone Star bien fraîche. Au lieu de cela, il se tenait à côté du tracteur Ford rouillé de la famille Carter, contemplant un vaste champ vide. On a amené des chiens. Les voisins aussi. Ils ont fouillé la grange, le grenier à maïs, le hangar à bois, et même le lit du ruisseau. Le chien empaillé de Caleb a été retrouvé près du poteau de la clôture par la sœur, une oreille bleue complètement arrachée. C'est la seule chose qu'ils ont jamais trouvée.
Le puits lui-même était hermétiquement fermé. Un couvercle circulaire en fer était soudé au béton, sans jointure apparente. Selon le mari de Birdie, Dieu et son âme, il était scellé depuis 1974, après que l'eau du puits eût été contaminée. Une nouvelle citerne fut installée derrière la maison, et le vieux puits n'était plus qu'un vestige du passé. Ignoré, envahi par des herbes fragiles, trop lourd à déplacer et trop inutile pour avoir de l'importance. Mais les gens se souvenaient des avertissements. Ne jouez pas près du puits, disait-on. Trop profond, trop sombre, trop facile d'y tomber. Certains murmuraient de vieilles histoires, de vieux fantômes, de vieux torts enfouis avec l'eau, mais ce n'était que des histoires jusqu'à ce que les enfants disparaissent. Puis les murmures s'intensifièrent. Les équipes de télévision arrivèrent dès le 3e jour. 5 cousins disparus ont déconcerté une ville du Texas. Le titre s'affichait à l'écran, accompagné de photos délavées et de plans panoramiques des champs poussiéreux. Des volontaires arrivèrent d'aussi loin que Leach et Amarillo. Des hélicoptères survolèrent le ciel. La Croix-Rouge apporta sandwich et tente. Des hommes en costume noir, sans badge, interviewèrent Birdie pendant des heures. Quelqu'un a accusé Rodigan. Quelqu'un d'autre a accusé le carnaval qui avait eu lieu la semaine précédente, mais rien n'a été retenu. Puis la piste s'est évaporée. Pas de demande de rançon, pas d'observation, pas de corps, juste 5 enfants disparus d'un champ en plein jour, sans explication. En 1984, le FBI réduisit ses effectifs. En 1986, les récompenses se tarirent. En 1988, la famille Carter quitta la ferme, incapable de supporter le silence, mais Birdie resta sur place. Elle déclara qu'elle ne pouvait pas les quitter. En 1993, le comté a finalement remis le puits en état après qu'une nouvelle ordonnance a exigé que les vieux puits et fosses soient enregistrés ou fermés définitivement. Personne ne l'a ouvert, cependant. Les formalités administratives relevaient davantage de la responsabilité que de la curiosité. Et Birdie, elle, est restée assise sur ce porche jusqu'à sa mort en 2023, à 91 ans, aveugle et silencieuse. Elle n'a jamais cessé de dresser 5 assiettes au déjeuner du dimanche. Jusqu'à l'arrivée du plombier en mars 2024, personne n'avait touché à cette sœur depuis plus de 40 ans. Et les ossements qu'il a trouvés ne correspondaient pas aux enfants disparus. Pas tous. Certains étaient plus âgés, beaucoup plus âgés. 15 mars 2024. Lieu, Split Creek, Texas. La première chose que l'inspectrice Mara Vance remarqua en entrant dans la propriété des Carter fut le silence. Non pas le calme d'une ville tranquille ni le silence d'une maison vide, mais le silence pesant d'un sol perturbé. La grange se dressait au loin, son toit en tôle couleur rouille affaissé sous des décennies de chaleur. Une pelleteuse était garée à côté de la plateforme ouverte, ses bras jaunes figés en plein creusement, comme une créature prise en flagrant délit. Le ruban adhésif de la scène de crime flottait au vent. Des agents en uniforme s'activaient avec des presse-papiers et des sacs de preuves, s'arrêtant légèrement au passage de Mara, lui adressant le signe de tête réservé au renfort pour les affaires non résolues. Elle était douée dans son travail, trop douée. C'est pour ça qu'elle était là. On l'avait appelée la veille au soir après que les policiers locaux eurent découvert un deuxième squelette partiel, beaucoup plus petit que le premier. Les os étaient fragiles, semblables à ceux d'un oiseau, juvénile, le fémur n'étant pas encore soudé, et le crâne sans mâchoire inférieure. Le shérif Dan Hartgrove, successeur de Halpern, aux cheveux gris et aux bureaucrates plus bureaucratiques, avait failli raccrocher lorsque le laboratoire médico-légal avait communiqué l'évaluation préliminaire. Reste d'enfant. Décès estimé, année 1980. Vance s'agenouilla au bord du puits. Le couvercle avait été ouvert le long de sa ligne de soudure, révélant une fosse circulaire béante, tapissée de pierres humides et de tuyaux rouillés. Une odeur minérale aigre montait de l'obscurité. Elle enfila des gants. « Dites-moi ce que nous avons », dit-elle au technicien le plus proche, une femme nommée Lydia Reyes, qui tenait un presse-papier contre sa poitrine comme une armure. « 3 crânes pour l'instant, dit Reyes. 2 sont confirmés comme étant mineurs, un plus âgé,
peut-être à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, plusieurs os longs, des vêtements et des morceaux, et elle hésita. On a trouvé des jouets, des morceaux de plastique, du tissu décomposé, une chaussure d'enfant, quelque chose de moderne. Reyes secoua la tête. Tout semble ancien. Vintage. Les matériaux datent d'avant 1990. L'une des poupées est estampillée 1981. Vance se redressa, le cœur serré. Les tests ADN prendront du temps, ajouta Reyes. Mais les tailles concordent. 5 cousins disparus, dit Vance. De cette même propriété, en plein jour. À l'intérieur de la grange, un poste de commandement improvisé avait été installé. Une table contenait un dossier en papier craft patiné, intitulé « Affaire Carter 1983 ». Fermé, Vance l'ouvrit. Les déclarations originales avaient été dactylographiées. Les notes du shérif Alpern, à l'encre bleue, avaient coulé au fil des ans. Birdie Carter signale 5 enfants vus pour la dernière fois se dirigeant vers l'est à travers le pâturage en direction de l'ancienne clôture. Aucun signe de lutte. Aucune trace de pas au-delà de la zone sèche près de cisterne. Chien localisé à la base. Oreille déchirée. Pas de sang. Zone fouillée avec des chiens. Aucune odeur détectée à plus de 50 mètres. Capuchon de cisterne noté. Scellé. Aucun accès visible. Le chef du carnaval itinérant a été innocenté. Le chef Rodigan a été innocenté. Le chef a été enlevé par un tiers inconnu, mais son origine n'a pas été confirmée. Statut de l'affaire en décembre 1986. Inactif, présumé perdu. Vance parcourut la page du regard. Un mot entouré de rouge attira son attention, sans fondement. Elle referma le dossier d'un coup sec. À 15 heures, les fouilles étaient lancées. Des archéologues de l'université avaient été appelés en renfort, brossant délicatement la terre des bords incurvés de l'os. Vance observait l'un d'eux soulever un morceau de tissu décomposé avec une pince à épiler. Il était blanc à pois rose pâle, vestige d'une chemise de nuit d'enfant. Puis l'un des adjoints a appelé depuis l'intérieur de la grange. « Inspecteur, vous devriez peut-être voir ça. » Le plancher derrière la salle d'alimentation de la grange avait été arraché, révélant une ancienne canalisation, un tuyau corrodé, bouché et soudé. Il n'aurait dû être raccordé à rien. La citerne était scellée depuis des décennies, mais quelqu'un avait récemment coupé la canalisation. Vance s'accroupit et traça le raccordement. Un étroit tuyau en PVC, plus récent que les autres, avait été ajouté sous la mangeoire. Il formait une boucle suggérant un drainage ou une insertion intentionnelle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. L'adjoint haussa les épaules. « Je ne suis pas sûr, mais le plombier, Jacob Trio, a dit que le problème de pression dans la ferme n'avait commencé qu'il y a 3 semaines. » Refoulement, demanda Vance. « Non, » répondit l'adjoint d'un ton sombre. Un grincement comme de l'air, comme si un bruit tentait de passer à travers le tuyau. Elle rendit visite à Jacob ce soir-là. Sa maison se trouvait à la sortie de la ville, à côté de la seule station-service qui proposait encore de l'essence au plomb. Il ouvrit la porte, le regard fatigué et l'air coupable. « Je ne savais pas ce que je voyais, » dit-il lorsqu'elle lui montra une photo de la mâchoire. « J'ai pensé à un crâne de porc. Vous savez comment les choses tombent dans les vieux réservoirs. Mais ça n'avait pas l'air correct. Et le tuyau, je ne l'ai pas installé, dit-il. Mais j'ai remarqué un grincement, comme si de l'air était emprisonné. Vous savez, quand quelque chose s'introduit dans le tuyau et fait un bruit à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau? Ce n'était pas mécanique. On aurait dit. Il s'est arrêté. Comme quoi? Jacob déglutit. Comme une voix. Très faible. Juste quelquefois. Un murmure sous l'eau. Impossible de distinguer les mots. De retour dans sa chambre de motel ce soir-là, Vance étala les photos des fouilles. 5 crânes, un jouet d'enfant, un morceau de tissu bleu peut-être celui de Bear, le chien en peluche et maintenant,
peut-être un sixième ensemble de restes qui ne correspondait à aucun des enfants Carter. La citerne devenait bien plus qu'une tombe. C'était un modèle, un dépotoir, et quelqu'un l'avait scellé très délibérément. Elle a entouré un nom dans le dossier initial, Samuel Carter, le mari de Birdie, l'homme qui a scellé la citerne en 1974, 9 ans avant la disparition des enfants. 9 ans avant que quiconque ne soit censé s'y trouver. 16 mars 2024. Lieu, Split Creek, Texas. Ils ont enterré Samuel Carter un mardi pluvieux de 1991. Dans le caveau familial derrière l'église baptiste de Split Creek, pas de nécrologie, pas d'éloge funèbre, juste le bruit de la pluie sur les pins et le doux fredonnement de Birdie Carter. Un vieux cantique, sans parole, presque en transe. Il est mort d'un accident vasculaire cérébral, selon le certificat de décès. Massif, soudain et sans accompagnement. Birdie a dit l'avoir trouvé dans la grange, affalé contre l'établi, avec de la terre sur ses bottes et du sang séché dans sa barbe. Mais quelque chose dans sa chronologie n'avait aucun sens. L'inspectrice Maravant s'était assise dans l'arrière-salle faiblement éclairée des archives publiques de Split Creek. Une odeur de moisi et de vieux papier carbone flottait dans l'air. Sur la table devant elle, des cartons étiquetés, permis Carter des années 1970, des enregistrements depuis, et un carton étiqueté, plainte concernant des propriétés rurales. Elle fouilla dans des dossiers jaunis, ignorant le grincement du ventilateur oscillant au-dessus de sa tête, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Numéro de permis 88 734, date de scellement du réservoir d'eau, 10 juillet 1974. Demandeur, Samuel Carter, adresse, 415, chemin de Comté 11. Remarque, demande de scellement d'une citerne inactive. Eau jugée non potable en raison d'une prolifération bactérienne et d'une contamination animale. Scellement avec une plaque d'acier renforcée. Inspection dispensée conformément au code du comté en raison d'une exemption rurale. Renonciation. Aucun suivi. Aucune documentation sur le contenu lors du scellement. Le document était signé, mais pas par un inspecteur du comté. Il était co-signé par un voisin, un certain Lelvance, son père. Ce soir-là, Mara se rendit en voiture chez son père, près d'Arlan, ses phares perçant l'obscurité humide. Lelvance avait maintenant 81 ans, mince, le regard perçant, un géomètre à la retraite qui ne quittait ni ses bottes ni son bourbon. Il était assis sur le porche comme s'il l'attendait. « J'ai vu ton camion arriver », dit-il en haussant un sourcil. « J'ai pensé que c'était toi ou le percepteur. » Mara ne sourit pas, « J'ai une question à te poser à propos de Samuel Carter. » Le visage de son père se figea. Elle s'assit à côté de lui, laissant le chant des grillons combler le silence. « Vous avez signé un permis, dit-elle. 1974 obturation d'une citerne. » Elle frotta sa mâchoire burinée. « Je m'en souviens. Vous n'étiez pas un inspecteur agréé. » « Je ne l'étais pas. Mais ici, à l'époque, la paperasse importait peu. Sam voulait que le puits soit scellé. Il disait que l'eau était devenue mauvaise. Il l'avait fait recouvrir d'une épaisse couche d'acier et avait coulé du béton tout autour. Avez-vous déjà vu ce qu'il y avait à l'intérieur avant qu'il ne soit scellé? Elle prit une grande inspiration. Non. Il ne m'a pas laissé regarder. Mais tu l'as aidé quand même. Elle se tourna vers elle. Il m'a payé $50 et 2 bouteilles de Glenlivet. À l'époque, ça valait quelque chose. Mara le fixa du regard. Il était nerveux. Elle continua. Pas effrayé, juste nerveux. Il ne laissait pas ses enfants s'approcher de la grange. J'ai pensé que c'était des restes d'animaux. Peut-être un veau tombé dedans, ou pire. Mais je n'ai pas posé la question. Et tu n'y as plus jamais pensé, dit-elle. Pas avant que ses enfants disparaissent, dit-il doucement. Et à ce moment-là, Sam était déjà différent. Distant. De retour au commissariat, Vance a extrait l'arbre généalogique des Carter des archives des affaires non résolues. Samuel et Birdie avaient 2 fils, Thomas et Will.
Tous deux avaient quitté Split Creek à la fin des années 1980. L'un s'était installé dans le Colorado, l'autre à Mobile, en Alabama. Aucun des deux n'était revenu après la disparition des enfants. Aucun des deux n'avait parlé aux médias. Aucun des deux n'avait assisté aux funérailles de Samuel, et tous deux avaient des enfants parmi les 5 disparus. Le seul qui était resté était Birdie. Mara souligna les noms des fils. Il fallait qu'elle les retrouve, car ceux qui avaient été près de cette citerne en 1974 savaient ce qu'il y avait dedans. Et ce n'était pas seulement de l'eau contaminée. Plus tard dans l'après-midi, l'équipe universitaire a creusé la couche la plus profonde de la fosse de la citerne. Le technicien a appelé Vance d'un ton pressant. « Inspecteur, vous voudrez voir ça. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus le bord. Sous la terre tassée, dissimulée entre 2 dalles de béton affaissées, se trouvait un conteneur métallique, fortement corrodé mais intact. C'était une boîte à outils, de celle avec un couvercle coulissant et une poignée polie par les mains gantées. Vance tomba à genoux tandis qu'il l'ouvrait avec précaution. À l'intérieur, un paquet enveloppé dans une toile huilée, scellé avec du ruban adhésif cassant. L'équipe le déplia lentement, couche par couche, révélant un contenu qui serra la poitrine de Vance. Un couteau de poche rouillé avec les initiales SC gravées sur la poignée. Une photo Polaroid déformée par l'eau. Une rangée d'enfants debout à côté de la grange, tous souriants, mais avec les yeux clos, griffés avec quelque chose de pointu. Un carnet. La première page est abîmée par l'eau, mais elle est lisible. 11 juillet 1974. C'est fait. Personne ne les trouvera jamais. J'ai creusé le trou pendant 3 jours. J'ai couvert les bruits du mieux que j'ai pu. J'ai enterré profondément. J'ai utilisé la plaque d'acier comme Monsieur Vance l'avait dit. J'ai dit à Birdie que l'odeur venait de l'eau. Ils pourriront sous le regard de Dieu. Qu'il me juge. Mara a lu la ligne 2 fois. Personne ne les trouvera jamais. Mais qui Samuel Carter avait-il enterré 9 ans avant la disparition de ses propres petits-enfants? Et surtout, combien y en avait-il d'autres? Alors que le soleil baissait sur Split Creek, projetant de longues ombres sur le pâturage, Mara se tenait seule au bord de la citerne. Elle le sentait maintenant. Ce n'était pas seulement un lieu de sépulture. C'était un lieu rituel, un modèle. Les enfants Carter n'étaient pas les premiers. Et peut-être même pas les derniers. 17 mars 2024. Lieu, Split Creek, Texas. Au lever du soleil, la propriété Carter était entièrement bouclée. Un ruban jaune s'étendait de la grange jusqu'à la clôture arrière. Les lumières de la scène de crime baignaient le sol sec d'une lueur blanche et stérile. Le sol autour de la citerne avait été creusé sur un rayon de 4,5 mètres. Ce qui n'était autrefois que des broussailles de mesquite sauvage et de l'herbe cassante n'était plus qu'un cratère de terre nue. La détective Mara Vance se tenait au bord du site de fouille, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol. « Recommence, dit-elle. » L'archéologue à côté d'elle hocha la tête. Il s'appelait le docteur Eliamott, anthropologue médico-légal à l'université. Mince, intense, méticuleux. Il désigna une zone balisée près de l'angle sud-ouest de la fosse. « C'est ici que nous avons trouvé la couche la plus récente, dit-il. 2 fémurs de la taille d'un enfant, compatibles avec les enfants Carter. Mais en dessous, dans une couche plus profonde, nous avons trouvé quelque chose de plus ancien. » Il s'agenouilla et brossa la terre avec une brosse douce. Une vague silhouette commença à se dessiner. Un cercle. Non, une série de cercles concentriques, gravés ou enfoncés dans le sol par quelque chose de rond et de lourd, une rainure d'environ 2 mètres de large dans sa plus grande largeur. « Ce n'est pas naturel, » dit le docteur Mott. « Trop uniforme. Et regardez ici. » Il balaya davantage de terre pour révéler un motif de petites hachures croisées, régulièrement espacées autour de l'anneau intérieur comme le tic-tac d'une horloge. « Quelqu'un a fait ça, » murmura Mara. On pense que c'était un conteneur, peut-être un tonneau. Assez lourd pour marquer le sol et laisser reposer assez longtemps. Il aurait pu servir à stocker.
Il ne termina pas sa phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Marat fixait le motif, l'esprit s'emballant. À quelle profondeur? Nous estimons que cette couche date du début des années 1960, peut-être de la fin des années 1950. Nous venons tout juste de commencer les fouilles. Marat recula. Et les fragments d'os? Mott hésita. Jusqu'à présent, nous avons récupéré une mandibule partielle ou adulte. Une dent est encore incrustée. Des correspondances dans la base de données des personnes disparues? Nous le faisons fonctionner maintenant. De retour au poste, Marat rouvrit les dossiers des personnes disparues. Cette fois, elle filtra les cas de Split Creek et des comtés environnants, d'avant 1983, d'enfants et de propriétés rurales. Un nom attira son attention, Ava Landry, 10 ans, disparu le 3 juillet 1962, vu pour la dernière fois rentrant à pied de l'école biblique de vacances sur Willow Bend Road, à 6 km de la ferme Carter. Statut, non résolu. Elle passa à un autre cas, Marlon Brigg, 7 ans, disparu en septembre 1967, vu pour la dernière fois à vélo sur la route 19. Le vélo n'a jamais été retrouvé, aucun témoin n'étant présent. Sa maison était adjacente à la clôture Carter. Il y en avait d'autres, 3 enfants au total entre 1959 et 1972, tous disparus dans le même rayon de 10 km, sans que personne ne les ait jamais identifiés. Personne n'avait jamais établi de lien avec les Carter jusqu'à présent. Cet après-midi-là, Vance convoqua une réunion dans le bureau aménagé derrière la gare. Le tableau blanc était couvert de photographies, de frises chronologiques et de cartes topographiques. Au centre était accrochée une photo aérienne de la ferme Carter datant d'il y a 50 ans. Chaque victime que nous pouvons rattacher à cette terre qu'elle est disparue en 1983 ou en 1962 est liée à ce lieu. Elle désigna la vieille grange, puis déplaça son marqueur vers le cadran sud-est. C'est là que se trouve la citerne, mais regardez ici. Elle tapota juste à l'ouest de la grange. C'était le puits d'origine, scellé après l'installation du nouveau système en 1961. 2 systèmes de confinement, l'un enterré, l'autre visible. Tous deux sont désormais des lieux de sépulture potentiels. Un adjoint se pencha en avant. Vous dites donc que Samuel Carter les utilisait comme des potoirs? Je dis que quelqu'un l'était, dit Marat. Peut-être plus d'une personne. Et je ne pense pas que cela se soit arrêté avec lui. Elle sortit un plan de fouille à noter. Nous avons maintenant des preuves d'une activité funéraire stratifiée s'étalant sur au moins 3 décennies. Le jeune adjoint leva la main. Mais pourquoi les enfants? Pourquoi seulement les enfants? Marat a entouré un mot à l'encre rouge épaisse, contrôle. Quelqu'un voulait le contrôle. Il voyait cette terre comme plus qu'une maison, comme un système, un espace où il pouvait faire ce qu'il voulait, sans que personne ne le sache jamais. Au crépuscule, une découverte majeure se produisit. Le laboratoire médico-légal appela avec une correspondance dentaire préliminaire sur la mandibule de la couche inférieure, Ava Landry, disparue depuis 62 ans, était désormais confirmée morte sous la ferme Carter. Marat ressentit l'effet d'un coup de poing dans les côtes. Elle composa le numéro de la famille Landry figurant dans l'ancien dossier. Un petit-fils décrocha. La mère était morte 10 ans plus tôt, croyant encore à la fugue d'Ava, préparant encore une place pour elle à Noël. Quand Marat raccrocha, ses mains tremblaient. Ce soir-là, elle retourna seule à la ferme. Le site de fouille était silencieux sous le clair de lune, les grillons bourdonnaient, un coyote hurlait dans les collines lointaines. Debout au bord de la citerne, elle contemplait l'obscurité. On avait enlevé les corps, mis les preuves dans des sacs, fermé le site pour la nuit, mais le trou était toujours béant, affamé, comme s'il en voulait davantage. Marat s'accroupit près du bord, pressa sa paume contre le sol et murmura, « Qui es-tu » Il n'y eut pas de réponse, mais au plus profond de la terre, il y avait un système, une méthode, un message. Elle ne l'avait simplement pas encore percé. Juillet 1983. La maison des Carter semblait plus lourde cet été-là, avant même la disparition des enfants. Quelque chose pesait sur la propriété comme une chaleur emprisonnée sous une boîte de conserve.
À l'intérieur, Birdie Carter cuisinait trop, comme si elle essayait de combler le silence avec du pain de maïs et du gombo mijoté. Samuel restait dehors la nuit dans la grange, à marteler et à couper des planches réparant des choses que personne ne lui demandait. Les voisins disaient que c'était juste du stress. En juillet, les 5 petits-enfants Carter au caset, Annie, Benji, Darla et le petit Caleb, âgés de 5 à 11 ans étaient sous le même toit. Tous blonds, tous pâles, tous avec cette voix douce et expressive des Carter. Ils jouaient tous les jours dans les champs derrière la grange. Et puis, un matin, ils ne revinrent pas. Mars 2024. La détective Mara Vance était assise dans une pièce sans fenêtre de la bibliothèque publique de Split Creek, entourée de boîtes étiquetées Grand Livre de Split Creek, 1975-1990. Elle portait des gants, sirotait du café froid et lisait chaque ligne, nécrologie, rapport de police, annonce d'église, tout, quiconque aurait pu remarquer quelque chose pendant cet été 83. Puis elle l'a trouvé. 10 août 1983, une lettre à l'éditeur, non signée. Quelque chose cloche chez les Carter. On le sent tous. Les lumières de la grange sont allumées depuis minuit passé. Birdie ne va plus en ville. Le pasteur dit qu'elle ne communiera pas. J'ai vu Samuel brûler quelque chose derrière la remise 3 nuits après la disparition des enfants. Il a dit que c'était de la nourriture pour animaux moisis, mais ça sentait les produits chimiques et le linge mouillé. Quelqu'un devrait y regarder de plus près. Mara referma le journal d'un coup sec, son pouce accéléra. Ce n'était pas du folklore, quelqu'un avait tenté de donner l'alerte, et quelqu'un avait enterré cette lettre aux archives. Elle la porta au shérif Harov cet après-midi-là. Il la lut 2 fois, puis la regarda. Vous pensez que Samuel Carter a tué ses petits-enfants? Je pense que ça a commencé bien avant eux, dit-elle. Et je pense que quelqu'un l'a aidé à le dissimuler. Si nous accusons un homme mort, nous n'obtiendrons pas justice, a-t-il répondu. Nous ne l'accusons pas seulement, a-t-elle déclaré. Il y a plus que ça. Quelqu'un d'autre. Le schéma ne s'est pas arrêté en 1983. Il haussa un sourcil. Tu crois qu'il y a un deuxième coupable? Je pense qu'il y a un héritage. En fin d'après-midi, Mara retourna à la ferme Carter. L'air sentait la terre battue et l'herbe sèche. Un adjoint lui fit signe de s'approcher de la clôture, tenant une petite boîte trouvée enfouie entre les chevrons du hangar. À l'intérieur se trouvait une pile de cassettes VHS, emballées dans du plastique. Des croûtes de moisissure recouvraient les coins, mais les étiquettes étaient encore lisibles, datées entre 1979 et 1983. On pouvait simplement lire Darla Julie. Mara prit la boîte et se rendit directement à la station. Il n'avait pas de magnétoscope en état de marche, mais le lycée en avait un. Le concierge la laissa entrer après les heures de cours. Dans la salle multimédia obscure, elle passa le message Darla Julie J et insérait la bande dans la machine. L'écran a clignoté, des lignes parasites ont rampé, puis une enfant d'environ 7 ans s'est assise sur une chaise en bois dans la grange, la lumière du soleil filtrant à travers les lattes. Elle pleurait doucement, vêtue d'une robe d'été jaune. Voix d'homme hors caméra, dites votre nom à la caméra. Darla Carter. Et où es-tu? Dans la chambre de la princesse. Mara se figea. Chambre princesse, la même phrase que l'on retrouve sur les autres cassettes des enfants Carter. La caméra zooma sur le visage baigné de larmes de Darla, elle avait une égratignure sur la joue et ses yeux se perdirent dans l'écran. Puis le noir s'installa. Pas de violence, rien d'explicite, juste assez pour prouver qu'ils avaient été filmés, assez pour rouvrir l'enquête pour exploitation d'enfants. À son retour au poste, un agent fédéral l'attendait, l'agent spécial Léa Daubin, grande, vive et pragmatique. Nous créons une force opérationnelle, dit Daubin. Vous serez informés, mais à partir de maintenant, l'opération concerne plusieurs États. Pourquoi? Demanda Mara. Parce que ces bandes, a fait Daubin en désignant les sacs de preuves, correspondent à d'autres trouvés à Amarillo, Bâton Rouge, Andersonville, ou toutes marquées d'une écriture similaire, du même style de caméra, du même système d'étiquetage. Mara déglutit. Combien de cassettes?
Nous en avons identifié au moins 62, tous issus d'enfants différents. La famille Carter en était peut-être la source, mais quelqu'un les a distribués. Dehors, le vent soulevait la poussière dans l'obscurité. Mara se tenait sur le parking, observant le ciel. Une tempête approchait, et elle avait le terrible pressentiment qu'il commençait seulement à comprendre l'ampleur du problème. 18 mars 2024. On disait que Birdie Carter n'avait jamais quitté la ferme. Ni après la disparition des enfants. Ni après la mort de Samuel. Ni même après que ses deux fils eurent cessé de lui adresser la parole. Pendant 40 ans, elle vécut seule sur cette terre blanchie par le soleil, s'occupant d'un jardin moribond, se balançant sur la véranda, ses cheveux gris coiffés comme toujours. Les voisins la trouvaient étrange, d'autres la trouvaient brisée. Mais l'inspectrice Maravance comprit alors quelque chose d'effrayant, Birdie n'était pas restée parce qu'elle était en deuil, elle était restée parce qu'elle observait. Birdie est décédée l'année précédente, en juillet 2023. Pas de funérailles, pas de nécrologie. Le comté s'est occupé de l'enterrement. Aucun proche ne s'est manifesté, mais sa maison est restée scellée, intacte depuis sa mort. Maintenant, munie d'un mandat de perquisition, Mara a franchi le seuil pour la première fois. La maison sentait les herbes séchées et le vieux papier. La poussière scintillait dans la lumière de fin d'après-midi. Tout était immobile, aucun signe de lutte, aucun signe de vie, juste une capsule temporelle, un sanctuaire dédié à quelque chose que personne n'osait nommer. La chambre de Birdie se trouvait à l'arrière de la maison. Les murs étaient tapissés de photos ou des portraits encadrés d'enfants aux vêtements démodés. Certains étaient reconnaissables grâce aux albums de la famille Carter, mais d'autres étaient inconnus de Mara. Des noms étaient gravés dans les coins inférieurs de quelques cadres, Eva, Marlin, Jolene, tous des enfants disparus dans les comtés environnants sur une période de 25 ans. Mara en eut le souffle coupé. Birdie avait conservé leurs photos, préservé leurs noms comme s'ils lui appartenaient. Mara l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de pages écrites avec la cursive soignée de Birdie. Chacune commençait par une date, suivie de ce qui ressemblait à des journaux de repas. 4 mai 1981. Gruau, lait, tranche de pomme. Pas de discussion aujourd'hui. 5 mai, pain blanc, beurre de cacahuète, thé léger. Eva a parlé en dormant. Le 7 mai, j'ai sauté le petit déjeuner, j'ai refusé de porter une robe, j'ai été puni. Mara continua à feuilleter. Les entrées continuèrent, sporadiques, de plus en plus irrégulières. 9 août 1983. Tous les 5 ont pleuré à nouveau. Samuel en colère. Cave fermée à clé. Mes mains tremblaient trop pour tresser les cheveux de Darla. Le 10 août, il les fit s'agenouiller. Samuel déclara que le cercle devait être respecté. Nous sommes les gardiens, pas les tueurs. Les gardiens. Mara referma le livre d'un coup sec. Elle ne savait pas si elle devait crier ou pleurer. Birdie n'avait pas seulement su, elle avait participé à l'incident. Plus tard dans la soirée, de retour au poste, Mara était assise dans son bureau, entourée de sacs de preuves, de photos, de cassettes, de journaux de repas et, désormais, de références rituelles, gardien, cercle, obéissance. Elle écrivit un seul mot en haut de son tableau blanc, c'était. Ce qui semblait être un cimetière de prédateurs pervers commençait à ressembler à quelque chose de structuré, d'organisé, de crédible. Elle se souvint de la phrase du journal de Birdie, le cercle doit être respecté. Et il y eut un déclic. Le lendemain matin, Mara appela le docteur Eliamot sur le site de fouille. Vous avez mentionné avoir trouvé des marques au fond de la fosse, dit-elle. Des motifs gravés. Pourriez-vous être plus précis? On pensait que c'était un confinement, répondit Mott. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Un des étudiants pense que c'est symbolique, peut-être rituel. Je peux envoyer des photos. En moins d'une heure, Mara contemplait une image haute résolution de la fosse, gravée dans le sol autour de la base de la citerne. Un motif de spirale, de boucle entrelacée et, au centre, 5 petits symboles disposés en cercle.
5. Pas 6. Pas 4. 5. Comme les enfants Carter. De retour à la ferme, une autre équipe de recherche avait découvert une petite trappe sous le plancher du garde-manger de la cuisine. Elle mesurait à peine 60 cm², dissimulée sous un faux panneau. Une échelle descendait dans ce qui semblait être une cave à légumes. Mara descendit. L'espace sentait le moisi et la poussière, mais il était sec, préservé. Les murs étaient tapissés d'étagères, de rangées de vieilles cassettes, de cahiers et de ce qui ressemblait à des bibles manuscrites sauf que les versets avaient été modifiés. Les noms avaient été remplacés. Des écritures familières, mais déformées. Et les petits furent donnés aux gardiens, et ils ne quitteront pas ce cercle, de peur que le monde ne soit détruit. La terre prendra ce que le ventre maternel rejette. Seuls les purs pourront descendre. Mara sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas seulement une maladie. C'était une question de doctrine. Birdie et Samuel n'avaient pas agi seuls. Ils avaient foi en ce qu'ils faisaient. Et des noms d'autres gardiens étaient inscrits dans les marges. L'un d'eux attira son attention, T. Carter, de la branche mobile. Le fils de Samuel et Birdie. Thomas, père de 2 des enfants disparus, toujours en vie, toujours là. Cette nuit-là, Mara était assise sur le parking devant le bureau du shérif, le téléphone sur les genoux, les doigts tremblants. Elle avait le numéro. Thomas Carter n'était jamais revenu à Split Creek après la disparition des enfants. Il n'avait jamais répondu aux médias ni aux demandes de renseignement des forces de l'ordre, mais son adresse actuelle était toujours enregistrée en Alabama. Elle appuya sur « Composer ». Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Puis quelqu'un a répondu. Une voix masculine basse, calme. Trop calme. Bonjour. Mara reprit son souffle. Monsieur Carter, voici l'inspectrice Mara Vance. Je suis du bureau du shérif de Split Creek. J'ai quelques questions à vous poser sur votre famille. Une pause. Je me demandais quand tu appellerais, dit-il. Clic et la ligne fut coupée. 20 mars 2024. Lieu, Mobile, Alabama. Thomas Carter vivait dans un ranch vers Pal à la périphérie de Mobile, en Alabama, niché derrière une chapelle baptiste défraîchie, au milieu d'un champ sec d'herbes jaunissantes. Lorsque l'inspectrice Mara Vance sortit de la voiture de location, une chaleur monta de l'allée en vagues chatoyantes. L'endroit paraissait ordinaire. Rideaux aux fenêtres. Un drapeau américain virant au rose, flottant sur le porche. Mais plus rien chez Thomas Carter n'était ordinaire. Pas après ce qu'elle avait découvert. Pas après ce qu'il avait dit au téléphone. Je me demandais quand tu appellerais. Elle frappa 2 fois. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort. La porte grinça d'1 pouce. Monsieur Carter, cria-t-elle. Ici l'inspecteur Vance. Je suis du bureau du shérif de Split Creek. Nous avons brièvement discuté l'autre jour. Silence, puis une voix, basse et plate. Vous avez fait tout ce chemin pour déterrer les morts. Mara poussa la porte et entra. L'air était lourd et immobile. La maison sentait la naphtaline et le vieux papier. Toutes les fenêtres étaient fermées. Des tracts religieux s'empilaient le long des murs. Une photo des enfants Carter au caset, Annie, Benji, Darla, Caleb était posée sur la cheminée. Le verre était fissuré, mais non remplacé. Thomas Carter se tenait dans le couloir, éclairé par une ampoule nue. Son visage avait vieilli, marqué par le temps. Des rides profondes creusaient ses joues, ses cheveux clairsemés mais peignés avec soin. Je n'ai rien à te dire, dit-il. Je pense que oui, répondit Mara. Vous avez disparu de Split Creek le lendemain de la disparition de vos enfants. Vous n'êtes jamais revenu, vous n'avez jamais participé aux recherches. Votre nom figurait dans le journal de votre mère comme gardien de la section mobile. Vous allez me parler, monsieur Carter, car je pense que vous savez exactement ce qui est arrivé à vos enfants. Il ne bougea pas, ne sia pas. Puis, finalement,
Il dit, descends. L'escalier du sous-sol gémissait sous les pieds de Mara. En bas, l'espace s'ouvrait sur une pièce fraîche et sans fenêtre. Des murs en parpaing, un sol en ciment, une seule chaise en bois sous une ampoule qui bourdonnait comme un insecte mourant. Mais ce qui la glaçait, ce n'était pas la chaise. C'était le mur. Une fresque murale, peinte à la main, s'étendant d'un coin à l'autre. 5 silhouettes enfantines se tenant la main en cercle sous un ciel d'étoiles brutes. Au centre du cercle se trouvait un symbole que Mara reconnut instantanément, vu du site de fouille, la spirale à 5 bras. Le cercle. L'alliance. Thomas dit, en s'approchant d'elle. Tu as fait ça? Mon père me l'a appris. Il disait que le monde se fissurait. Que seule l'alliance protégeait des ténèbres. Les enfants étaient l'offrande. Chaque cercle devait être complet. 5 points. C'est pourquoi il les prenait par 5. Toujours 5. Mara se tourna vers lui. Tu parles de sacrifice rituel. Je parle d'ordre. Ses yeux étaient maintenant écarquillés et ses mains tremblaient. Quand on s'est arrêté, quand le dernier cercle a été brisé, tout a commencé à pourrir. Les récoltes, la terre, mon frère est mort, ma femme est partie. Tu crois que c'est une coïncidence? Thomas, dit-elle prudemment. Qu'est-il arrivé à tes enfants? Il détourna le regard. Ils ne m'appartenaient pas. Ils appartiennent au cercle. Mara s'approcha. Tu les as pris? Il n'a pas répondu. Elle sortit son téléphone et appuya sur lecture pour écouter un enregistrement. Le journal de Birdie. 10 août. Tous les 5 pleurèrent à nouveau. Samuel était en colère. Cave fermée à clé. Mes mains tremblaient trop pour tresser les cheveux de Darla. Le visage de Thomas se crispa. Je l'ai supplié de ne pas le faire cette fois-là, murmura-t-il. Il a dit que le cercle était plein. Que 5 n'étaient plus nécessaires si tôt. Mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit que les esprits lui avaient parlé, que la terre avait de nouveau faim. Tu l'as laissé prendre tes enfants. Ses mains se resserrèrent en poing. Mara prit une longue inspiration. Thomas, dit-elle d'une voix égale. Il y a d'autres cassettes, d'autres noms, d'autres enfants. Tu les distribuais? Non, répondit-il aussitôt. Pas moi. Je n'ai jamais rien filmé. C'était qui? Thomas se lécha les lèvres. Il y avait une autre famille dans le Texas Hill Country. On les appelait les North Branch. Ils ont repris les enregistrements après 1983. Ils disaient que la lignée Carter était trop exposée. Ils disaient que Birdie était devenu négligent. On leur a passé le relais. Tu l'as transmis. Ils ont promis de préserver la pureté, mais ils ont commencé à vendre. Vendre les cassettes, les transformer en profit, les profaner. C'est là que la maladie a commencé. Mara recula, le pouls battant. Combien y a-t-il de branches? Thomas leva les yeux vers elle, d'une voix basse et rauque. Ils étaient 12. De retour au bureau mobile, Mara informa le groupe de travail fédéral. Thomas Carter avait été arrêté pour obstruction et non-dénonciation d'abus. Il n'avait pas encore suffisamment d'éléments pour l'inculper de meurtre, mais suffisamment pour commencer à remonter la filière. Le cercle n'était plus une affaire locale. C'était un réseau, un système, une secte multigénérationnelle qui opérait dans des cellules liées par un langage rituel, des symboles communs et la disparition systématique d'enfants dans les communautés rurales. Les enfants de la citerne n'étaient qu'un seul cercle. Il y en avait d'autres. Plus tard dans la soirée, seule dans sa chambre d'hôtel, Mara sortit le Polaroid qu'elle avait pris sur le mur de la chambre de Birdie. 5 enfants Opal et Carter ont des visages différents, une époque différente, mais les yeux avaient été crevés exactement de la même façon. Elle retourna la photo, un nom écrit à la main à l'encre délavée, Cercle 3, Savannah. Et une date, 17 avril 1975. Demain, elle demanderait les registres des personnes disparues en Géorgie. Ce soir-là,
Elle fixa la photo jusqu'à ce que le sommeil vienne enfin. Mais même dans son sommeil, elle rêvait de la spirale. Le cercle des 5. Le trou dans la terre qui ne cessait de prendre. 22 mars 2024. Lieu, Pin Bend, Géorgie. La forêt de pins derrière l'église baptiste de Hillstone avait toujours été riche en histoire. Les enfants de Pin Bend disaient que les bois étaient hantés par des déserteurs de la guerre de sécession, par des sorcières, par quelque chose qui murmurait dans l'obscurité. Mais aucun d'eux n'a jamais mentionné ce que l'inspectrice Maravance savait désormais avoir été enterré là. Elle se tenait à la lisière des arbres, le vent froid poussant contre son manteau, les yeux fixés sur les coordonnées au dos de ce Polaroid de 1975. 5 enfants, les yeux crevés. Un symbole dans la terre derrière eux correspondait à celui trouvé à la ferme Carter. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était le cercle 3. Et selon Thomas Carter, il y en avait eu 12. L'agent spécial Nash, affecté en Géorgie, attendait déjà avec une équipe médico-légale et un chien renifleur. Le pasteur de l'église leur avait donné accès à la propriété sans protester. Il affirmait que la parcelle arrière était inutilisée depuis des décennies. Mara enjamba prudemment les ronces, suivant Nash dans la clairière au-delà du vieux sentier. C'est là qu'elle l'aperçut. Une dépression dans le sol, subtile mais délibérée. Un cercle aplati d'aiguilles de pin mortes, entouré de 5 pierres usées par les intempéries, chacune de la taille d'un parpaing. Quelqu'un les avait disposées il y a longtemps. Elles étaient à moitié enfoncées dans le sol moussu. Les pierres marquaient les points du motif pentagonal. Un autre cercle, un autre lieu d'offrande. Le sol est meuble ici, dit le technicien médico-légal en chef. Il pourrait y avoir des vides en dessous. Le chien aboya un seul coup, puis commença à donner des coups de patte à la base de la pierre centrale. Mara se détourna. Elle savait déjà ce qu'ils allaient trouver. 4 heures plus tard, ils avaient exhumé 4 séries de restes juvéniles. La 5e tombe était vide, voire jamais remplie. Peut-être n'ont-ils pas bouclé le cercle, dit Nash. Ou peut-être que l'un d'eux s'est échappé. Mara ne répondit pas. Elle regarda les pins qui les entouraient, leur façon de se pencher vers l'intérieur, comme s'ils se dirigeaient vers le centre. La forêt entière semblait penchée, comme si elle savait ce qui s'était passé ici, comme si elle se souvenait. De retour au bureau temporaire du bureau d'enquête de Géorgie, Mara a examiné les dossiers des 4 correspondances probables, Emily Ray Brighton, 8 ans, disparue en avril 1975. Dylan Harris, 7 ans, disparu en mai 1975. Johanna Kiel, 9 ans, disparue en mars 1975. Lucas, page 10, disparu en avril 1975. Chaque disparition avait été traitée séparément. Différents comtés, aucune tendance observée, aucun lien établi jusqu'à présent. Mais le 5e enfant, celui qui ne s'est jamais remis. Cette question persistait. Mara remonta les dossiers ouverts, croisant les archives de l'annuaire et les listes des élèves de l'école biblique de vacances de l'église Hillstone. Et il était là, caché dans un coin d'une photo de classe datée d'avril 1975. Tessa Elwood, 9 ans. Grand sourire, queue de cheval sur le côté. Vu pour la dernière fois le 16 avril, la veille de la date de la photo. Cela n'avait aucun sens. Comment aurait-elle pu sourire sur la photo si elle avait disparu la veille? À moins que la photo n'ait été prise après sa disparition, ou que la date ne soit erronée. Elle retourna la photo. Une inscription au crayon était floue. Entouré le 3e. 4 terminé. 5e résistant. L'appareil photo a cessé de fonctionner. J'ai quand même conservé l'image. Ses mains tremblaient. Tessa avait été ciblée, mais quelque chose avait mal tourné et quelqu'un l'avait quand même documenté. Ils ne se contentaient pas de tuer, ils organisaient des séances de photos. Ce soir-là, Mara appela le numéro du frère de Tessa Elwood, aujourd'hui âgé d'une 50aine d'années. Il vivait en Caroline du Nord. Il se souvenait encore du jour où sa sœur avait disparu. Elle était allée à l'église. Elle n'était jamais rentrée.
Mais il y eut une chose qu'il dit à Mara qui la glaça au plus profond d'elle-même. Environ 2 semaines après sa disparition, un homme est venu à la maison, a dit qu'il était de l'église, a offert une enveloppe à ma mère, disant que c'était un cadeau d'amour pour l'aider à faire son deuil. Ma mère la lui a renvoyé au visage. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? De l'argent liquide, des billets neufs et un dessin. Un dessin de 5 enfants se tenant la main en cercle. Ma sœur était au milieu. On le voyait à sa queue de cheval. Mara serra le téléphone plus fort. Tu l'as toujours? Il y eut un silence. Je crois que oui. Le lendemain, le frère expédia l'enveloppe sous 24 heures. À l'intérieur, 5 cents dollars en monnaie de 1975, sans inscription, et un morceau de papier à dessin jauni et plié. Quand Mara l'ouvrit, elle en eut le souffle coupé. 5 enfants, 5 bonhommes allumettes, mais l'un d'eux était dessiné en rouge, contrairement aux autres. Celui du milieu, celui avec la queue de cheval. Cette nuit-là, elle étala toutes les preuves sur son lit de motel. La fresque de Carter, les journaux de Birdie, les polaroïds rayés, les dessins circulaires, les cassettes, les tombes. 12 sites, 12 spirales, toujours 5 enfants, toujours le symbole, toujours une inscription finale. Le cercle était fermé. Sauf que celui de Géorgie n'y était pas allé, et Split Creek non plus, ce qui signifiait que ceux qui avaient continué les cercles s'y prenaient mal. Ou peut-être, juste peut-être, essayaient-ils de terminer ce qui n'avait jamais été achevé. Mara se leva et se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, ses yeux creux, mais sa détermination était d'acier. Demain, elle retournerait au Texas, car le cercle originel, le premier, n'avait jamais été retrouvé. Et si elle parvenait à le retrouver, peut-être seulement, pourrait-elle empêcher les autres de le terminer. 24 mars 2024. Localisation, Split Creek, Texas. Les cartes les plus anciennes de Split Creek ne mentionnaient pas les limites de propriété. Elles indiquaient des revendications territoriales, des actes de propriété déposés par des éleveurs et des squatteurs, des noms manuscrits en cursive bouclés le long des ruisseaux, des crêtes et des lits de lacs asséchés. L'inspectrice Maravan était assise, voûtée au fond du bureau des archives municipales, ses doigts parcourant une fragile carte topographique de 1947 posée sur 2 tables pliantes. La plupart des noms ne signifiaient rien, mais près du coin inférieur, juste en dessous d'une pente marquée Burnt Ridge, elle la trouva. Carter, Eastfield Track, inhabité après 1952. Une flèche indiquait une parcelle clôturée à 800 mètres à l'est de l'actuelle ferme Carter. Elle ne figurait sur aucun cadastre moderne. Pas de construction, pas d'accès routier, juste des broussailles. Et la date à côté de la notation entourait le premier, initié. L'écriture correspondait aux notes en marge du journal de Bird. Cet après-midi-là, Mara et 2 adjoints se frayèrent un chemin à travers le panique raide qui leur arrivait à la taille, sous un soleil de plomb texan. Les coordonnées GPS les conduisirent à un terrain accidenté et à des yuccas morts. Un endroit que personne n'avait touché depuis des décennies. L'adjoint Rosal se pencha le premier. « Il y a quelque chose ici, dit-il. Du béton, pas une dalle, comme un bouchon. » Ils déblayèrent la terre avec des mains gantées et des pelles. C'était là. Un couvercle plat et rond, en fonte, rouillé, boulonné dans un anneau fissuré de béton coulé. De fines lignes avaient été tracées à la surface, des spirales concentriques, et au centre, 5 runes en forme de X. « Scellez-le et enterrez-le », murmura Mara en lisant la ligne la plus infime de mots gravés. Seul le premier restera fermé jusqu'à ce que le dernier soit terminé. Elle recula. Ils avaient trouvé le premier cercle. L'équipe médico-légale arriva dans l'heure. Découper le bouchon prit presque toute la journée. Mara resta là, sans rien dire, tandis que le dernier verrou claquait dans un grincement métallique. Le couvercle grogna. L'odeur les frappa comme un mur. Terre ancienne, pourriture, temps. À l'intérieur de la chambre se trouvait une fosse bordée de pierres, circulaire et profonde. Mais contrairement à la citerne, celle-ci avait été délibérément aménagée.
5 cavités de la taille d'un enfant, semblables à des nids sculptés dans l'argile, abritaient chacune des restes squelettiques. Mais ce qui les horrifiait, ce n'étaient pas les ossements, mais les objets placés dans les bras de chaque enfant. Une poupée faite de ficelles nouées. Un crâne d'animal poli. Une carte dessinée à la main. Une plume blanche nouée de fil rouge. Une petite clé en fer. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura Rosal. Des objets rituels, dit Mara. Des symboles, des offrandes. Et au fond de la fosse, entre les ossements, ils trouvèrent une plaque de bois scellée à la cire, encore lisible. Cercle numéro 1 complété. 1952. Nous donnons ces 5 pierres à la terre afin que les fondations soient posées. Que ceux qui viendront après nous construisent les 11 restantes en l'honneur du gardien. Que le cycle ne soit pas brisé. SC. Samuel Carter. Cette nuit-là, Mara était assise dans la salle d'épreuve, les yeux rivés sur une liste. 12 cercles, 8 sites confirmés, dont Split Creek et Georgia. 4 disparus. Et si ces 4-là n'avaient pas encore eu lieu? Et si quelqu'un, Thomas ou d'autres, avait tenté de poursuivre le rituel après la mort de Samuel, sans parvenir à achever le cycle? Et si le plan initial avait exigé que les 12 soient accomplis? Il ne s'agissait plus seulement d'enlèvement ou d'abus. Il s'agissait d'un achèvement, d'un système clos. Elle ressortit les cassettes VHS. L'une d'elles se détacha, intitulée Cercle 12, en attente, date vierge. La bande était presque statique, puis une image devint floue. Un enfant debout dans une pièce peinte en rouge. Une bougie au sol et une voix déformée et étouffée. Bientôt, la roue tournera. Les 5 derniers la compléteront. Mara a appelé à 22h47 l'agent spécial d'Aubin, chargé de liaison avec le FBI. Nous avons tort, a-t-elle déclaré. Il ne s'agit pas d'héritage. Ce n'est même pas une question de foi. Alors, qu'est-ce que c'est? La voix de Mara baissa. C'est un compte à rebours. Et quelqu'un essayait encore de terminer le dernier cercle. 25 mars 2024. Lieu, multiple, Texas, Louisiane. Le dernier cercle était déjà en mouvement. L'inspectrice Mara Vance le savait au plus profond d'elle-même, comme une tempête s'annonce dans les os bien avant que les nuages ne s'amassent. La bande du cercle 12 était réelle. Les objets dans la chambre du premier cercle avaient une signification. Les dessins, les dates, les rituels. Ce n'était pas seulement historique. C'étaient des instructions. Et quelqu'un les suivait encore. L'équipe de criminalistique numérique du FBI a isolé une image de la cassette VHS Cercle 12. Le visage de l'enfant était flou, mais l'arrière-plan au mur rouge, vieille boiserie de fenêtres, porte bleue écaillée correspondait au style architectural d'un orphelinat catholique de Louisiane, St. D.N.A.S. Home for Children, fermé en 1998 après une série de disparitions inexpliquées. Le bâtiment était toujours debout, condamné, toujours détenu, sur le papier, par une association religieuse à but non lucratif disparue. Mara et l'agent spécial d'Aubin arrivèrent à l'aube. Les portes d'entrée étaient verrouillées. L'intérieur sentait le moisi et la pourriture. À l'intérieur, la chambre d'enfant était le reflet de la cassette. Des murs rouges, une bougie fondue sur le sol, et des symboles fraîchement dessinés, gravés sur le plancher à la craie et avec un matériau plus sombre. Du sang. Ils ont trouvé le premier enfant à l'étage, dans ce qui avait été autrefois la chapelle, vivant, drogué, enveloppé dans un drap. Un garçon d'une dizaine d'années, mal nourri et tremblant. Il parlait peu, mais murmurait une phrase à plusieurs reprises. Nous étions les 5. J'étais la plume. La plume, comme le jeton retrouvé dans la chambre funéraire du premier cercle. De retour au bureau du FBI à Shreveport, une équipe spéciale multi-agence s'est immédiatement constituée. 4 autres enfants ont disparu au Texas et en Louisiane au cours des 60 derniers jours, sans lien entre les cas. Braden Lee, 9 ans, disparu de San Antonio. Lucia Marcado, 11 ans, a disparu à Houston. Thomas, T.J. Blackwood, 7 ans,
a disparu du parking d'une église à Nacogdoches. Adina Bright, 10 ans, vue pour la dernière fois quittant un foyer d'accueil à Lafayette. Chaque enfant avait quelque chose d'étrange en commun. Ils avaient tous rapporté des rêves récurrents avant leur disparition, des cauchemars décrits à des thérapeutes ou à des familles d'accueil, impliquant des cercles, des pièces obscures ou un homme sans visage mais avec une voix qui priait. D'une manière ou d'une autre, l'agresseur les avait influencés à l'avance. Mara fixait le tableau. Quelqu'un terminait le cycle de Samuel Carter. Quelqu'un qui croyait encore que le 12e cercle devait être complété. Et ils avaient 4 des 5 enfants. Le dernier, le garçon retrouvé à l'orphelinat, s'était échappé ou avait été libéré. Mara a revisité les journaux de la cave de Bird, retraçant chaque référence au cycle final. Un passage s'est démarqué. Le dernier reflètera le premier. Les jetons doivent correspondre. La carte, la poupée, le crâne, la clé, la plume. Un jeton par enfant. Un gardien pour les lier. Un seul endroit pour finir. Mara murmura ces mots à voix haute, un endroit pour finir. Elle a feuilleté la carte originale de Samuel Carter de 1952, enterrée avec le premier cercle, dans le coin inférieur, presque invisible dans l'encre délavée. Site du cercle 12, Eden-Esgate. Eden-Esgate ne figurait sur aucune carte officielle, mais on le retrouvait à un endroit précis, un acte de propriété de la famille Carter datant de 1939. C'était le nom donné à une parcelle privée, une zone boisée près de la rivière Sabine, à des kilomètres de toute route goudronnée. Un campement oublié, où le grand-père de Samuel avait autrefois emmené ses fils communier avec Dieu. Il appartenait toujours à la famille Carter. Personne ne l'avait visité depuis plus de 60 ans, jusqu'à aujourd'hui. Un convoi de SUV noirs a traversé les routes secondaires de l'est du Texas à la tombée de la nuit. Mara était assise dans le véhicule de tête, son fusil sur les genoux, le cœur battant. Le GPS indiquait la sortie, un sentier étroit juste assez large pour un véhicule. Les arbres se refermaient au-dessus de leur tête. La lumière baissait jusqu'à un gris bleuté. Ils se garèrent à un demi-mile de là et poursuivirent leur route à pied. L'air sentait le cèdre et l'eau stagnante. Puis ils aperçurent une clairière, et au centre, 5 souches de bois disposées en cercle. Chaque souche portait un objet grossier, une carte brûlée sur les bords, une poupée de ficelle trempée dans une substance sombre, un crâne poli posé sur un tissu de soie, une petite clé en laiton, une plume blanche brûlée à son extrémité. Les souches étaient entourées de tranchées peu profondes, des tombes pas encore comblées. L'agent d'Aubin leva la main. On a du mouvement. Côté haie. Les lampes de poche s'allumèrent. 2 hommes surgirent des arbres, tous 2 armés. L'un d'eux était Matthew Tanco. L'autre, Thomas Carter, plus âgé maintenant, usé, souriant comme un homme entrant dans une église. Trop tard, cria-t-il. Ils ont été choisis. Vous ne pouvez plus rien faire. Lâchez vos armes, cria d'Aubin, mais aucun des 2 hommes n'obtempéra. Thomas éleva la voix. Nous sommes les derniers gardiens. Cette terre est prête. Et puis des coups de feu. Un éclair jaillit de la lisière des arbres. d'Aubin tomba. Mara tomba, roula, tira. Tanco tomba, la poitrine touchée. Thomas s'est enfui. Les agents ont chargé la clairière. Une tranchée avait déjà été comblée. Une petite main sortait de la terre. Un cri sortit des broussailles, une voix d'enfant. Ils le suivirent à travers les épines, les branches, la boue. Là, Adina Bright, attachée à un arbre, les yeux écarquillés. Mara la lâcha. « Tu es en sécurité » murmura-t-elle. « Tu es en sécurité. » Mais elle n'était pas sûre d'y croire. Pas encore. Pas avant qu'il ne les ait trouvés tous les 5. À l'aube, 2 enfants furent retrouvés. Une tranchée contenait des restes. L'autre était encore vide. Et Thomas Carter avait disparu, tel un fantôme, dans les arbres. Le cercle final n'était pas complet, mais Mara savait ce qu'il essayait de faire. Termine-le.
Fermer la boucle que son père avait commencée il y a 70 ans. Et quelque part, un enfant manquait toujours à l'appel. Une tranchée attendait encore. Et Thomas creusait toujours. Le soleil était à peine levé lorsque la chasse à l'homme a commencé. Des hélicoptères du département de la sécurité publique du Texas ont survolé l'épaisse canopée de pins au-dessus du bassin de Sabine. Des unités K9 de plusieurs comtés ont balayé des ravins et ravagé des sentiers de chasse. Les équipes de recherche se sont déplacées, fusils au poing et radios sifflantes, à la poursuite du seul homme qui détenait encore la dernière pièce, Thomas Carter, le dernier gardien connu et la seule personne qui savait où se trouvait le 5e enfant. La détective Mara Van se tenait au centre de la clairière profanée, fixant la dernière tranchée, toujours ouverte, toujours en attente. Le symbolisme était indéniable. Thomas n'avait pas terminé le cercle. Pas encore. Mais il n'avait pas abandonné non plus. Les autres enfants récupérés au Bradan, Lucia et Adelina étaient sains et saufs et en détention, réunis avec des familles affolées, droguées, déshydratées, mais vivants. Chacun se souvenait de différents éléments, des prières murmurées, des bougies, des pièces peintes en rouge et un homme qui leur avait dit qu'il ferait partie de quelque chose de sacré. Mais un garçon est resté introuvable. T.J. Blackwood, âgé de 7 ans, a été enlevé sur le parking d'une église à Nacogdoches 2 semaines plus tôt. Il était le dernier jeton. À 10h41, une unité de limier a détecté une piste, se dirigeant vers le nord-est en direction d'un pavillon de chasse abandonné près de la rivière Bend, un lieu qui appartenait autrefois à la famille Carter, mais laissé à l'abandon après la mort de Samuel. La structure tenait à peine debout. Son porche s'était effondré, ses volets pendaient comme des ailes brisées. La porte d'entrée était entr'ouverte. Mara est arrivée avec le SWAT derrière elle. À l'intérieur, le sol craquait à chaque pas. De vieux pamphlets religieux jonchaient le sol. Des os d'animaux, des symboles sculptés à la main, des herbes séchées pendaient au chevron. Et dans le coin, une veste d'enfant au bleu, minuscule, celle de T.J., encore chaude. Ils ont trouvé des empreintes de pas menant à l'arrière du lodge, de la taille d'un adulte, traînant quelque chose de lourd. Ils coururent à travers les broussailles, sur une pente recouverte de mousse et de feuilles pourries, vers une grotte fluviale creusée dans le calcaire. Il était à moitié submergé, sombre, résonnant, froid, et à l'intérieur, il empestait la cire de bougie et la décomposition. Mara se glissa dans l'étroite gueule, sa lampe torche perçant l'obscurité. Des gouttes résonnèrent comme des murmures. Une forme avançait lentement, délibérément. Thomas Carter traînait quelque chose derrière lui. Un sac en toile de jute. « Thomas » cria Mara, sa voix résonnant contre les murs. Il ne s'arrêta pas. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. Tu n'as pas terminé le cercle. Tu l'as déjà brisé. » Il se retourna. Ses yeux étaient creux, sa peau pâle, et de la boue maculait son visage comme de la cendre. « Tu ne comprends pas, dit-il. Ils ne dormiront pas. Pas avant que le 12 ne soit scellé. Ce vieux sang, il est sur mes mains. Il l'a toujours été. » Mara s'avança, prudente, calme. « Le sang s'arrête ici, dit-elle. Laissez-le partir. » Elle vit un mouvement dans le sac. Une petite main, toujours en mouvement, toujours vivante. Thomas fouilla dans son manteau. Mara leva son arme. Il n'a pas sorti d'arme. Il a sorti une petite clé, en fer, ancienne, de la même forme que celle retrouvée dans la chambre funéraire d'origine. « J'étais la clé, dit-il. Samuel me l'a donnée quand j'avais 7 ans. Il m'a dit que j'ouvrirais la dernière porte le moment venu. Mais j'ai attendu. J'ai attendu trop longtemps. Laisse tomber, Thomas. » Sa main tremblait. « Je les ai enterrés. Tous. Je me souviens de chaque nom, de chaque cri, et je les entends encore aujourd'hui. » Il s'agenouilla, appuya sur la touche pour enfoncer le sol en pierre. Puis, finalement, il pleura. Le SWAT est intervenu. T.J. a été sorti du sac, secoué mais vivant, clignant des yeux dans la faible lumière.
Il agrippa le manteau de Mara et ne le lâcha pas. Thomas Carter a été arrêté sans résistance. Pour la première fois en 41 ans, tous les enfants connus liés au cercle 12 avaient été retrouvés et toutes les tranchées étaient vides. Cette nuit-là, alors que Mara se tenait devant l'hôpital où TJ était soigné, elle regardait les étoiles. 12 cercles, des centaines de noms, des dizaines de victimes qui ne reviendront jamais chez elle. Mais la chaîne s'est brisée, non pas par le feu ou la force, mais par la survie, par l'évasion d'un enfant et par la décision du dernier gardien de ne pas terminer ce que son père avait commencé. À l'aube, 2 enfants furent retrouvés. Une tranchée contenait des restes. L'autre était encore vide. Et Thomas Carter avait disparu, tel un fantôme, dans les arbres. Le cercle final n'était pas complet. Mais Mara savait ce qu'il essayait de faire, en finir. Fermer la boucle que son père avait commencée il y a 70 ans. Et quelque part, un enfant manquait toujours à l'appel. Une tranchée attendait encore. Et Thomas creusait toujours. Le soleil était à peine levé lorsque la chasse à l'homme a commencé. Des hélicoptères du département de la sécurité publique du Texas ont survolé l'épaisse canopée de pins au-dessus du bassin de Sabine. Des unités K9 de plusieurs comtés ont balayé des ravins et ravagé des sentiers de chasse. Les équipes de recherche se sont déplacées, fusils au poing et radios sifflantes, à la poursuite du seul homme qui détenait encore la dernière pièce, Thomas Carter, le dernier gardien connu et la seule personne qui savait où se trouvait le 5e enfant. La détective Mara Van se tenait au centre de la clairière profanée, fixant la dernière tranchée, toujours ouverte, toujours en attente. Le symbolisme était indéniable. Thomas n'avait pas terminé le cercle. Pas encore. Mais il n'avait pas abandonné non plus. Les autres enfants récupérés au Bradan, Lucia et Adina étaient sains et saufs et en détention, réunis avec des familles affolées, droguées, déshydratées, mais vivants. Chacun se souvenait de différents éléments, des prières murmurées, des bougies, des pièces peintes en rouge et un homme qui leur avait dit qu'il ferait partie de quelque chose de sacré. Mais un garçon est resté introuvable. TJ Blackwood, 7 ans, enlevé sur le parking d'une église à Nacogdoches 2 semaines plus tôt. Il était le dernier témoin. À 10h41, une unité de limier a détecté une odeur menant au nord-est en direction d'un pavillon de chasse abandonné près de la rivière Bend, un lieu qui appartenait autrefois à la famille Carter, mais qui a été laissé à l'abandon après la mort de Samuel. La structure tenait à peine debout. Son porche s'était effondré, ses volets pendaient comme des ailes brisées. La porte d'entrée était entr'ouverte. Mara est arrivée avec le SWAT derrière elle. À l'intérieur, le sol craquait à chaque pas, de vieux pamphlets religieux jonchaient le sol, des os d'animaux, des symboles sculptés à la main, des herbes séchées suspendues au chevron et, dans le coin, une veste d'enfant, bleue, minuscule, de TJ, encore chaude. Ils ont trouvé des empreintes de pas menant à l'arrière du lodge, de la taille d'un adulte, traînant quelque chose de lourd. Ils coururent à travers les broussailles, sur une pente recouverte de mousse et de feuilles pourries, vers une grotte fluviale creusée dans le calcaire. À moitié submergé, sombre, résonnant, froid, l'intérieur empestait la cire de bougies et la décomposition. Mara se glissa dans l'étroite ouverture, sa lampe torche perçant l'obscurité. Des gouttes résonnaient comme des murmures. Une forme avançait lentement, délibérément. Thomas Carter traînait quelque chose derrière lui, un sac de jute. « Thomas » cria Mara. Sa voix résonna contre les murs. Il continua de marcher. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. Tu n'as pas terminé le cercle. Tu l'as déjà brisé. » Il se retourna. Ses yeux étaient creux, sa peau pâle, et la boue maculait son visage comme de la cendre. « Tu ne comprends pas, dit-il. Ils ne dormiront pas. Pas avant que le 12 ne soit scellé. Le vieux sang. Il est sur mes mains. Il l'a toujours été. » Mara s'avança, prudente et calme. « Le sang s'arrête ici, dit-elle. Lâche-le. » Elle vit un mouvement dans le sac, une petite main, toujours en mouvement, toujours vivante. Thomas fouilla dans son manteau. Mara leva son arme. Il ne sortit pas de pistolet.
Il en sortit une petite clé, en fer, ancienne, de la même forme que celle retrouvée dans la chambre funéraire d'origine. « J'étais la clé, dit-il. Samuel me l'a donnée quand j'avais 7 ans. Il m'a dit que j'ouvrirais la dernière porte le moment venu. Mais j'ai attendu. J'ai attendu trop longtemps. Laisse tomber, Thomas. » Sa main tremblait. « Je les ai enterrés. Tous. Je me souviens de chaque nom, de chaque cri, et je les entends encore maintenant. » Il s'agenouilla, appuya sur la touche pour enfoncer le sol en pierre. Puis, finalement, il pleura. Le SWAT est intervenu. TJ a été sorti du sac, secoué mais vivant, clignant des yeux dans la pénombre. Il s'est accroché au manteau de Mara et ne l'a pas lâché. Thomas Carter a été arrêté sans résistance. Pour la première fois en 41 ans, tous les enfants connus liés au cercle 12 ont été retrouvés et toutes les tranchées étaient vides. Cette nuit-là, alors que Mara se tenait devant l'hôpital où TJ était soigné, elle contemplait les étoiles. 12 cercles, des centaines de noms, des dizaines de victimes qui ne rentreraient jamais. Mais la chaîne s'était brisée, non pas par le feu ou la force, mais par la survie, par la fuite d'un enfant et par la décision du dernier gardien de ne pas terminer ce que son père avait commencé. À l'aube, 2 enfants furent retrouvés. Une tranchée contenait des restes. Une autre tranchée était encore vide, et Thomas Carter avait disparu, tel un fantôme, dans les arbres. Le cercle final n'était pas bouclé. Mais Mara savait ce qu'il essayait de faire, terminer, boucler la boucle que son père avait commencée 70 ans plus tôt. Et quelque part, un enfant manquait toujours à l'appel, une tranchée attendait toujours, et Thomas creusait toujours. 26 mars 2024. Localisation, et du Texas, bassin de la rivière Sabine. Le soleil était à peine levé que la chasse à l'homme commença. Des hélicoptères du département de la sécurité publique du Texas survolaient l'épaisse canopée au-dessus du bassin de Sabine. Des unités canines de plusieurs comtés ratissaient les ravins et ravageaient les pistes de gibier. Les équipes de recherche avançaient, fusils au poing et radios sifflantes, à la poursuite du seul homme qui détenait encore la dernière pièce. Thomas Carter, le dernier gardien connu et la seule personne à savoir où se trouvait le 5e enfant. L'inspecteur Maravant se tenait au centre de la clairière profanée, scrutant la dernière tranchée, toujours ouverte, toujours en attente. Le symbolisme était indéniable. Thomas n'avait pas terminé le cercle. Pas encore. Mais il n'avait pas abandonné pour autant. Les autres enfants retrouvés, Bradan, Lucia et Adelina, étaient sains et saufs et en détention, réunis avec leurs familles affolées, drogués, déshydratés, mais vivants. Chacun se souvenait de différents moments, de prières murmurées, de bougies, de pièces peintes en rouge et d'un homme qui leur avait promis de participer à une œuvre sacrée. Mais un garçon était toujours porté disparu. TJ Blackwood, 7 ans, enlevé sur le parking d'une église à Akagosha 2 semaines plus tôt. Il était le dernier témoin. À 10h41, une unité de chiens de chasse a détecté une odeur menant au nord-est en direction d'un pavillon de chasse abandonné près de la rivière Bend, un endroit qui appartenait autrefois à la famille Carter, mais laissé à l'abandon après la mort de Samuel. La structure tenait à peine debout. Son porche s'était effondré, ses volets pendaient comme des ailes brisées. La porte d'entrée était entr'ouverte. Mara arriva, suivie du SWAT. À l'intérieur, le sol craquait à chaque pas. De vieux pamphlets religieux jonchaient le sol. Des os d'animaux, des symboles sculptés à la main, des herbes séchées pendaient au chevron. Et dans un coin, une veste d'enfant, bleue, minuscule, celle de TJ, encore chaude. Ils trouvèrent des empreintes de pas menant à l'arrière du pavillon. Taille adulte, traînant quelque chose de lourd. Ils coururent à travers les broussailles, dévalant une pente recouverte de mousse et de feuilles mortes, vers une grotte creusée dans le calcaire. À moitié submergé, sombre, résonnant, froid, l'intérieur empestait la cire de bougies et la décomposition. Mara se glissa dans l'étroite ouverture, sa lampe torche perçant l'obscurité. Des gouttes résonnaient comme des murmures. Une forme avançait lentement, délibérément. Thomas Carter traînait quelque chose derrière lui.
Un sac de jute. Thomas, cria Mara, sa voix résonnant contre les murs. Il ne s'arrêta pas. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. Tu n'as pas terminé le cercle. Tu l'as déjà brisé. Il se retourna. Ses yeux étaient creux, sa peau pâle, et la boue maculait son visage comme de la cendre. Tu ne comprends pas, dit-il. Ils ne dormiront pas. Pas avant que le 12 ne soit scellé. Ce vieux sang, il est sur mes mains. Il l'a toujours été. Mara s'avança, prudente et calme. Le sang s'arrête ici, dit-elle. Lâche-le. Elle vit un mouvement dans le sac. Une petite main, toujours en mouvement, toujours vivante. Thomas fouilla dans son manteau. Mara leva son arme. Il ne sortit pas de pistolet. Il en sortit une petite clé, en fer, ancienne, de la même forme que celle retrouvée dans la chambre funéraire d'origine. J'étais la clé, dit-il. Samuel me l'a donnée quand j'avais 7 ans. Il m'a dit que j'ouvrirais la dernière porte le moment venu. Mais j'ai attendu. J'ai attendu trop longtemps. Laisse tomber, Thomas. Sa main tremblait. Je les ai enterrés. Tous. Je me souviens de chaque nom, de chaque cri, et je les entends encore maintenant. Il s'agenouilla, appuya sur la touche pour enfoncer le sol en pierre. Puis, finalement, il pleura. Le SWAT est intervenu. TJ a été sorti du sac, secoué mais vivant, clignant des yeux dans la pénombre. Il s'est accroché au manteau de Mara et ne l'a pas lâché. Thomas Carter a été arrêté sans résistance. Pour la première fois en 41 ans, tous les enfants connus liés au cercle 12 ont été retrouvés et toutes les tranchées étaient vides. Cette nuit-là, alors que Mara se tenait devant l'hôpital où TJ était soigné, elle contemplait les étoiles. 12 cercles, des centaines de noms, des dizaines de victimes qui ne rentreraient jamais. Mais la chaîne s'était brisée, non pas par le feu ou la force, mais par la survie, par la fuite d'un enfant et par la décision du dernier gardien de ne pas terminer ce que son père avait commencé. À l'aube, Thomas Carter fit ses aveux complets, nom, date, lieu d'inhumation, chef de branche, rituel, enregistrement, carte, symbole. Il raconta que les cercles avaient commencé en 1952 avec 5 enfants choisis par Samuel Carter, enterrés sous ce qui allait devenir le champ oriental de la famille. Chaque nouvelle génération de gardiens croyait que la poursuite du rituel préservait l'équilibre entre les vivants et la terre. Mais la vérité était plus simple. C'était le contrôle, le pouvoir, l'obsession et la peur. Il disait que son père croyait que quelque chose surviendrait si le cycle ne s'achevait pas, quelque chose d'inférieur. Il n'a jamais su quoi, mais il y croyait si profondément qu'il a tout donné, même son propre sang. Mara a rédigé les derniers mots de son rapport juste après minuit. Cercle 12, avorté. Toutes les victimes connues ont été retrouvées ou ont été confirmées décédées. Le principal auteur est en détention. Les infrastructures sectaires ont été démantelées dans 4 États. L'affaire est classée. Mais elle laissa une ligne ouverte, car tous les noms n'avaient pas été retrouvés et tous les cercles n'avaient pas été cartographiés. En réalité, elle savait qu'il y en avait peut-être plus de 12. 30 mars 2024. Localisation, Split Creek, Texas. Derrière la ferme Carter, le silence régnait désormais. Pas de surveillance policière, pas d'équipe de recherche, pas d'hélicoptère au-dessus de nos têtes, juste le vent qui soufflait bas dans l'herbe et le faible bruit des insectes qui revenaient dans un champ qui avait trop longtemps retenu son souffle. L'inspecteur Maravant se tenait au bord de la fosse, désormais vidée, creusée et entourée de drapeaux. Les tentes de la police scientifique avaient disparu. Les ossements retrouvés. Les preuves mises en sac. Mais même maintenant, alors que le soleil se levait derrière elle, la terre lui semblait encore lourde. Observant la scène, elle s'accroupit et passa la main sur la terre au bord de la citerne. Froide, humide, et pourtant, elle se souvenait. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de Thomas Carter, l'enquête s'étendit au-delà de tout ce que Mara avait pu imaginer. Le FBI découvrit 17 sites non signalés dans 4 États.
4 gardiens survivants furent placés en détention. Tous âgés, désorientés et divisés par l'âge ou l'idéologie. La plupart pensaient que les rituels avaient cessé depuis des décennies. Ils avaient tort. La doctrine du cercle, comme ils l'appelaient en interne, s'est étendue sur plus de 70 ans et a été transmise comme les Écritures, mémorisée, protégée et répandue comme une traînée de poudre parmi les groupes religieux ruraux et les familles isolées. Les symboles, le langage. Ce n'était pas de la superstition. C'était de l'endoctrinement. Et elle avait coûté la vie à au moins 47 enfants. Ce chiffre continuait d'augmenter. De retour au centre de commandement temporaire, Mara se tenait devant un tableau en liège orné de ficelles, de visages, de vieilles photographies et de dates entourées. La plus ancienne connue, 1952. La dernière tentative, 2024, 72 ans. La confession de Thomas Carter avait clos le dernier cercle actif, mais une question la taraudait encore. Qui avait rédigé les règles? Car Samuel Carter avait peut-être commencé les rituels dans l'est du Texas, mais plusieurs des plus anciennes entrées du journal de Birdie faisaient référence à un livre, un manuel manuscrit transmis de génération en génération. Et ce livre avait disparu. Lors de son dernier jour à Split Creek, Mara s'est rendue à la bibliothèque publique de Split Creek, plus par instinct que par raison. Une bénévole âgée, Madame Givant, l'a aidée à éplucher les microfiches de vieux articles de journaux des années 1950 et 1960. C'est alors qu'elle a trouvé la réponse. Un article de 1961 intitulé « Un pasteur local met en garde contre une doctrine démoniaque à Carter Hollow » par Ellis T. Vernon, correspondant principal, y affirmait qu'une sombre théologie s'était implantée dans les fermes voisines, décrite comme une fausse alliance pratiquée en secret, impliquant des enfants, des cercles de feu et un vieux livre à la tranche brisée. Aucune suite n'a jamais été publiée. 2 ans plus tard, Arlon a été retrouvé noyé dans le réservoir de Split Creek. Sa mort a été jugée accidentelle. Ce soir-là, Mara se rendit en voiture jusqu'aux vestiges de la chapelle, désormais réduite à une simple fondation en pierre. Pas de toit, pas d'autel, du lierre poussait là où se trouvaient autrefois les bancs. Elle erra dans les ruines, incertaine de ce qu'elle cherchait, jusqu'à ce qu'elle la trouve, une trappe rouillée, fermée, enfouie sous les feuilles mortes. Avec effort, elle l'ouvrit. La cave en dessous était sèche, poussiéreuse, intacte. Et là, enveloppé dans une toile cirée sur une étagère, se trouvait un livre noir au dos en cuir craquelé. Elle l'ouvrit. Pas de titre. À l'intérieur, les mêmes symboles en spirale, les diagrammes à 5 points, des illustrations d'enfants tenant des jetons, des instructions, le premier cercle, les cercles 2 à 12, puis le 13e, rien d'écrit. La page était blanche. Elle prit le livre et retourna à la ferme Carter à l'aube. Elle le brûla seule, regarda les pages se recroqueviller dans les flammes, l'encre fondre et les pages s'assombrir, et, lorsqu'il ne resta que cendre, elle le répandit dans la citerne. Le feu ne reprit rien, mais la terre enfin se calma. 2 semaines plus tard, Mara rentrait chez elle. L'affaire avait fait le tour du pays. Documentaires, podcasts, émissions policières. On appelait ça le culte du cercle. Elle n'en regardait aucun. Elle gardait juste une photo au-dessus de son bureau, décolorée et craquelée au sel prise sur le mur de Birdie Carter. 5 enfants se tenant la main dans un champ. Chacun désormais identifié. Chacun désormais enterré avec un nom. Certaines histoires ne finissent jamais. Elles s'enfoncent encore plus profondément, attendant d'être déterrées à nouveau. Mais celle-ci, elle l'a enterrée profondément, car la terre n'oublie pas. Mais parfois, avec de la chance, elle pardonne. 20 avril 2024. Localisation, Split Creek, Texas. La propriété des Carter fut vendue au comté 2 semaines après la découverte du dernier corps. La ferme fut rasée au bulldozer, ainsi que la grange. Le terrain fut défriché, clôturé et signalé par un panneau en bois sculpté à la main par un menuisier local. Le champ commémoratif, à la mémoire des disparus, est dédié aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Aucun nom n'était inscrit, juste une spirale de 5 pierres lisses enfoncées dans le sol,
simple, propre et silencieuse. Dans un coin du champ, les fleurs sauvages avaient recommencé à fleurir, lupin bleu, castillegie, tournesol qui n'avaient pas poussé ici depuis des années. Les habitants disaient que le sol était mauvais, mais que quelque chose avait changé. Certains disaient que c'était à cause du nouveau drainage, d'autres à cause de la lumière, mais la plupart ne répondaient rien du tout. L'inspectrice Maravan visita le terrain une dernière fois avant de passer à une autre affaire. Debout au bord de l'ancienne citerne, les mains dans les poches de son manteau, elle observait la dernière lumière orangée du jour disparaître sous les arbres. Un petit garçon se tenait près des pierres, âgé de 6 ou 7 ans, seul, pieds nus, silencieux. Il se tourna vers elle, sourit, puis disparut dans le crépuscule comme s'il n'y était jamais allé. Mara ne l'appela pas. Elle murmura simplement, « Tu es libre maintenant », et laissa l'obscurité prendre le dessus.